Le rideau se lève sur l'épisode 2000 de Demain nous appartient avec une intensité émotionnelle rare. Dans une atmosphère lourde de tension, Michael Ferré, interprété par Malik Zidi, met fin à sa fuite en se rendant au commissariat. Face à Karim et Martin, deux collègues qu'il a longtemps côtoyés, l'homme se présente, abattu, le regard vide, une arme en main. Mais il ne vient pas pour faire feu. Il se met à genoux, désarmé, en signe de reddition. C'est un moment fort, presque irréel, où la culpabilité l'emporte sur l'instinct de survie. Michael est fatigué de fuir. Son geste marque un tournant décisif dans l'intrigue. La vérité va enfin pouvoir éclater morceau par morceau dans le fracas de ses propres mots. Très vite, les premières révélations tombent. Michael reconnaît avoir intoxiqué Aurore afin de détourner l'enquête. Une tentative désespérée d'éloigner les soupçons qui pesaient alors sur sa famille, au prix d'une vie humaine. Il confesse également l'agression de Mani, qu'il aurait tenté d'intimider à l'hôpital. Un acte violent, motivé par une volonté de contrôle, mais aussi par la peur panique que la vérité finisse par le rattraper. Pourtant, il maintient une ligne de défense. Il jure ne pas être responsable de la mort de Cyril. Pour lui, ce crime est l'œuvre d'un dealer toujours en liberté. Michael, en stratège, explique avoir incité Chloé et Alex à plaider l'homicide involontaire pour protéger Judith, les poussant à envisager une stratégie judiciaire douteuse. Il estimait qu'avec un tel scénario, Judith aurait pu être libérée après 2 ans. Une manipulation qui, aujourd'hui, lui revient en pleine figure. L'enquête, depuis le début, n'a été qu'un enchevêtrement de faux-semblants et de pression psychologique. Mais l'homme brisé qui se livre désormais aux autorités ne ressemble plus en rien à celui qui a tenté de faire passer le chaos pour de la cohérence. Pour Martin, tout reste encore flou. Il n'a aucune certitude sur l'innocence de Michael dans l'affaire Cyril. Pire, sans preuve concrète contre un tiers, les aveux de Michael risquent de ne pas suffire à convaincre le juge. Michael en est conscient. Il sait que, sans coopération, il risque de porter seul le poids de tous les crimes liés à l'affaire. C'est pourquoi Martin insiste. S'il veut sauver sa peau et surtout permettre à ses enfants de reconstruire une vie digne, il doit aider la police à identifier le vrai coupable. Le silence, désormais, n'est plus une option. Pendant ce temps, la cellule familiale est en lambeaux. Octave et Mia, ses enfants, n'ont plus de repères. Privés de leur père, bouleversés par la violence des événements, ils sont contraints de se réfugier chez Chloé et Alex, qui font tout pour les rassurer. Mais rien ne peut atténuer le traumatisme de ces 2 enfants qui, en l'espace de quelques jours, ont tout perdu. Leur stabilité, leur innocence et une partie de leur confiance envers les adultes. Dans une scène émouvante, Octave confie avoir appelé sa grand-mère qui devrait arriver à 7 dans la soirée. L'espoir d'un point d'ancrage, même fragile. Au commissariat, Michael est enfermé. Les visages sont graves. Pour les enquêteurs, cette arrestation soulève autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si l'homme reconnaît plusieurs délits graves, son insistance à nier le meurtre de Cyril intrigue. Son comportement semble sincère, mais l'affaire a vu tant de retournements que plus personne ne sait vraiment à qui faire confiance. Roxane, qui avait permis de localiser Michael grâce à la vidéosurveillance, reste prudente. Elle connaît les failles de ce père désespéré, mais aussi les ressources insoupçonnées de celui qui a vécu trop longtemps dans le mensonge. Au Mât, loin de cette tension policière, la famille Delcourt tente de panser ses plaies. La libération de Judith, officialisée dans la foulée des aveux de Michael, offre un moment de répit. Mais pour combien de temps? Les regards se croisent. Les mots sont lourds, parfois tuent. Car derrière cette joie fragile, chacun sait que rien ne sera jamais comme avant. Michael, désormais incarcéré, laisse derrière lui une famille brisée, 2 enfants perdus et des proches endeuillés d'une confiance qu'il pensait solide. S'achève sur une certitude glaçante. Si Michael a parlé, tout n'a pas encore été dit. L'ombre de Cyril plane toujours, et avec elle celle du vrai meurtrier. Dans Demain nous appartient. La vérité est souvent un puzzle aux pièces dispersées. Il reste à savoir si celles-ci finiront par s'assembler avant qu'un autre drame n'éclate. Alors que Michael purge désormais les prémices de sa détention dans une cellule du commissariat, c'est une autre page de l'histoire qui s'écrit à l'extérieur. Judith Delcourt, interprétée par Alice Varela, emprisonnée à tort suite aux machinations de Michael, retrouve enfin la liberté. Un moment attendu, préparé, rêvé même par sa famille, mais qui s'accompagne d'un cortège d'émotions contradictoires. Car si Judith recouvre sa liberté, elle le fait au prix de blessures profondes, invisibles, qu'aucun verdict ne saura effacer. À sa sortie du centre pénitentiaire, c'est Chloé, Alex et Marianne qui l'attendent. Une scène intense, traversée de silence, d'étreintes, de regards humides, chacun tente de masquer ses failles, de contenir son émotion. Marianne, la grand-mère toujours digne, lâche une larme. Alex, le père, s'effondre presque. Chloé serre Judith contre elle comme si elle voulait retenir le temps. Judith, elle, paraît figée, encore étrangère à l'idée d'être dehors. Elle sourit, mais son regard dit autre chose. La prison a laissé des traces.
Cette libération pourtant n'est pas un simple retour à la maison. C'est un symbole, une victoire sur l'injustice et sur les manipulations de Michael. Mais c'est aussi un choc pour celle qui, pendant des semaines, a été privée de tout, de sa famille, de son amoureux, de sa dignité. Judith confiera plus tard à Jordan que, dans les pires moments, elle avait perdu tout espoir. Elle s'était préparée à un long enfermement, à l'oubli. Ce sont les messages quotidiens de Jordan qui l'ont empêché de sombrer. Et justement, Jordan, Maxime Lelu, fait son grand retour dans le cœur de Judith. Dès qu'elle le retrouve au Spoon, le lien entre eux redevient évident. Les regards complices, les mots simples mais chargés d'émotion, et enfin ce baiser échangé au milieu de la foule. Judith lui avoue « Savoir que tu pensais à moi, ça m'a aidé à tenir ». Une confession sincère, fragile, qui résume à elle seule l'intensité de leur relation. Jordan, lui, reste pudique, mais on le sent bouleversé. Ce baiser n'est pas anodin, il scelle une réconciliation, mais aussi une promesse. La promesse de recommencer malgré les cicatrices. En parallèle, la famille Delcourt tente d'offrir à Judith un accueil digne de ce nom. Une fête surprise est organisée au MAS. Sylvain, Bruno, Benny et Kevin s'activent pour préparer un décor chaleureux, accrochant des photos souvenirs sur des filets de pêche. Toute la famille est mobilisée. Même Céleste, la plus jeune, participe à sa manière. L'idée est simple, recréer du lien, rappeler à Judith qu'elle a une place parmi les siens. Et surtout, lui faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, les murs froids de sa cellule. Au moment de l'arrivée de Judith au MAS, les émotions sont à leur comble. Tous les visages familiers sont là. Camille, Maude, Bart, Victoire, Fred, Diego, Karim, Martin. La lumière est douce, les conversations s'enchaînent, mais dans chaque éclat de rire perce un soupçon de gravité. Cette fête a des allures de renaissance, mais aussi de réparation collective, car chacun à sa manière a porté un morceau de cette injustice. Au centre de l'attention, Judith reste étonnamment calme. Elle sourit, elle serre des mains, elle échange des regards tendres. Mais elle n'oublie rien. Ce qu'elle vient de vivre a modifié son regard sur le monde, sur les autres, sur elle-même. Elle est revenue, oui, mais changée. Une mue silencieuse s'est opérée que seuls les plus attentifs peuvent deviner, et c'est peut-être ce qui frappe le plus dans cette scène de fête. L'immense maturité qui émane désormais de Judith. Dans un coin plus discret de la soirée, Alex confie à Chloé un secret émouvant. Avant son opération, il avait gravé les initiales CJMCA. Pour Chloé, Judith, Marianne, Céleste et Alex, comme un message d'amour et de transmission. Un geste symbolique comme une ancre en cas de naufrage. Chloé, émue, lui demande alors « On en sera où dans 10 ans, tu crois ?» La réponse d'Alex est à la fois simple et puissante. « Je ne suis pas inquiet. Tant que je suis à tes côtés, j'ai confiance. » Puis il ajoute dans un sourire doux « Tu m'as appris que le meilleur reste toujours à venir et que demain nous appartient. » Une réplique qui résonne comme une signature. Ainsi se clôt cette journée riche en rebondissements. Judith est libre, mais tout reste à reconstruire. Michael est incarcéré, mais les conséquences de ses actes continuent de bouleverser ceux qui l'aimaient. Dans l'ombre, Octave et Mia cherchent encore leur place dans ce chaos familial. Et pendant que les uns fêtent une libération, d'autres apprennent à vivre avec l'absence. Mais à 7, comme souvent dans Demain nous appartient, les résiliences se construisent dans les regards, les silences, les étreintes. Judith est de retour, et malgré les fractures, la lumière revient peu à peu. Alors que la fête bat son plein au mât pour célébrer la libération de Judith, un autre drame familial se joue en coulisses, le départ de Manny pour la prison. Le jeune homme, interprété avec justesse par Gabriel Send, va être transféré en Savoie après une comparution immédiate. Ce transfert, s'il semble administratif et inévitable, prend pourtant des allures d'exil moral. Manny s'éloigne non seulement géographiquement, mais aussi émotionnellement, de tous ceux qui ont tenté de le sauver malgré lui. Parmi eux, son père Pierre, avec qui les retrouvailles ont enfin eu lieu, dans un climat d'émotion contenue. C'est un face-à-face poignant qui s'est tenu quelques heures avant le départ de Manny. Pierre, rongé par la culpabilité d'un passé chaotique, est venu à la rencontre de son fils. L'échange est chargé d'une tendresse brutale. Manny confie, les yeux brillants, « Je voulais être le seul à souffrir de la mort de maman, c'est pour ça que j'ai tout mal géré. » Cette phrase résume le fardeau silencieux qu'il portait depuis des semaines, ce poison intérieur qu'il avait tenté de camoufler par la colère et les faux semblants. Pierre, loin de juger, choisit d'aimer. Il promet de venir le voir chaque semaine, malgré la distance. Il évoque même la possibilité pour Manny de suivre une formation en détention, d'imaginer un avenir. À cet instant précis, leur relation bascule. Ce n'est plus un père et un fils que la douleur oppose, mais deux hommes réunis par la volonté de réparer. La phrase de conclusion de Manny, aussi simple que bouleversante, « Je t'aime, papa », scelle ce pacte fragile. Un pardon arraché à la détresse. Cette séquence, sobre et silencieuse, tranche avec l'agitation du reste de l'épisode. Elle rappelle que Demain nous appartient, au-delà de ses intrigues policières et de ses retournements spectaculaires, est avant tout une série sur les liens,
la famille, la résilience. Mani, qui fut longtemps un personnage trouble, gagne en profondeur. Il devient un symbole de cette jeunesse perdue entre la colère et la douleur, en quête d'une seconde chance. Pendant ce temps, le sort de Mia et Octave reste incertain. Privés de leur père, séparés de leur quotidien, les deux enfants errent émotionnellement entre les bras bienveillants d'Alex, Chloé et Marianne. Si Octave semble plus verbal, évoquant l'arrivée prochaine de sa grand-mère pour l'accueillir à 7, Mia reste murée dans le silence. Ses enfants, souvent en marge des intrigues principales, incarnent désormais le drame humain profond que les décisions des adultes laissent derrière elles. Chloé, en mère de substitution, tente de rassurer Octave. Elle lui promet qu'ils seront toujours là pour lui, que rien ne leur sera imposé. Alex, de son côté, redouble de gestes tendres, jouant avec Mia, esquissant des sourires. Mais l'ombre de Michael pèse sur la maison. Chaque sonnerie, chaque question, chaque silence renvoie à ce père désormais absent. Un homme que ses enfants aiment encore, malgré tout, et qui leur manque déjà. Cette situation familiale inédite impose un rythme particulier au récit. D'un côté, les retrouvailles joyeuses de Judith avec ses proches. De l'autre, la dispersion lente mais inévitable d'une cellule familiale brisée. Celle de Michael, Mia et Octave. Ce contraste confère à l'épisode une tonalité unique, oscillant entre célébration et deuil, entre espoir et résignation. Du côté des autorités, l'arrestation de Michael est loin de tout résoudre. Martin, pragmatique, sait que sans preuve supplémentaire, la justice pourrait le tenir pour unique responsable de la mort de Cyril. Michael, désormais enfermé, joue son va-tout en acceptant de collaborer. Il promet d'aider à retrouver le dealer qui, selon lui, serait le véritable auteur du crime. Mais le commissariat reste sceptique. La parole d'un homme acculé vaut-elle encore quelque chose ? Pendant que les enquêteurs se perdent en hypothèses, Roxane poursuit l'analyse des vidéos, cherchant le moindre indice pour démêler les fils de cette affaire complexe. L'hypothèse d'un règlement de compte entre dealers refait surface. Et si Michael, finalement, disait la vérité ? Ce doute imperceptible commence à se glisser dans l'esprit de Karim. Après tout, le comportement de Michael n'est pas celui d'un meurtrier froid, c'est celui d'un homme perdu, désespéré, prêt à sacrifier sa liberté pour éviter à ses enfants de sombrer. Au Spoon, les jeunes se retrouvent. Violette, Bastien, Lilou, Jack et Jordan échangent sur les événements récents. Une conversation à mi-voix entre incrédulité et soulagement. Violette encourage Jordan à appeler Judith sans aucune jalousie. Lilou s'étonne de ne pas avoir de nouvelles d'Octave. Le monde tourne, les amitiés se reforment, mais tous sentent que quelque chose a changé à 7. Un avant et un après, Michael Ferret. Alors que les larmes de la prison et les silences lourds du commissariat continuent d'imprégner les esprits, la soirée organisée au Madelcourt bat son plein. Cette fête surprise, pensée comme un rempart à la douleur et une bouffée d'oxygène après des semaines d'épreuves, marque symboliquement le retour de Judith à la vie. Mais derrière les guirlandes, les sourires et les photos suspendues, les cœurs restent incertains. Car à 7, même les instants les plus lumineux sont porteurs d'ombres persistantes. Sylvain, Bruno, Benny, Kevin, toute la famille élargie s'est mobilisée pour offrir à Judith une soirée mémorable. Chacun y a mis du sien, comme si penser une plaie collective passait par ces petits gestes simples. Accrocher une photo, allumer une lanterne, faire une playlist de souvenirs. Les enfants participent, les adolescents observent, les adultes essaient de se convaincre que tout cela peut vraiment soulager. Il y a quelque chose d'émouvant dans cette volonté commune de recréer du lien par la fête. Judith entre dans le mas sous les applaudissements. Son sourire, timide d'abord, s'élargit à mesure qu'elle retrouve ses repères. Elle serre les mains, embrasse, remercie. Pourtant, ses yeux cherchent Jordan. Elle sait qu'il est là, quelque part dans la foule. Il l'a appelé plus tôt pour lui dire qu'il pensait à elle. Ce simple appel a suffi à la rassurer. Quand enfin leurs regards se croisent, le temps semble suspendu. Ils se retrouvent, s'éloignent un instant de la foule et parlent. Judith lui avoue qu'elle a tenu grâce à lui. Jordan, pudique mais sincère, lui répond qu'il a eu peur. Peur de la perdre, peur qu'elle l'oublie. Ils s'embrassent, une scène douce, intense, comme un souffle au milieu du tumulte. Autour d'eux, les convives oscillent entre légèreté retrouvée et gravité sous-jacente. Victoire et Fred trinquent à la paix. Bart, Camille, Maude rient à nouveau. Diego lance quelques plaisanteries bien senties, tandis que Martin et Karim s'accordent un rare moment de détente. Même Sébastien, si souvent sur la défensive, finit par s'excuser auprès de Marianne. Elle lui répond avec sagesse et lui propose de danser. Une danse de réconciliation, peut-être même d'adieu silencieux à ce qui fut. Mais malgré les apparences, personne n'oublie. Chacun porte en lui les stigmates récents. Mani est en route pour la Savoie. Michael est derrière les barreaux. Octave et Mia tentent de respirer sous la tutelle affectueuse mais maladroite d'Alex et Chloé. Et au fond, tous savent qu'un chapitre s'est clos dans la douleur. Cette fête, aussi nécessaire soit-elle, est marquée par l'absence. L'absence de ceux qui ne sont plus là.
et la mémoire des drames récents. C'est dans ce contexte qu'Alex choisit de faire une révélation à Chloé. Il lui montre discrètement la gravure qu'il a réalisée avant son opération. CJMCA. 5 lettres pour 5 prénoms. Chloé, Judith, Marianne, Céleste, Alex. Un geste intime, poignant, qui traduit la peur qu'il avait alors de ne pas se réveiller et son besoin de laisser une trace indélébile d'amour. Chloé, bouleversée, lui demande où ils en seront dans 10 ans. Alex répond simplement « Je ne suis pas inquiet. Tant que je suis à tes côtés, j'ai confiance. » Puis, dans un souffle, il ajoute « Tu m'as appris que le meilleur reste toujours à venir et que demain nous appartient. » Cette phrase, dans la bouche d'Alex, résonne comme un mantra. Elle cristallise l'esprit même de la série. Ce mélange d'espoir tenace, de douleur assumée et de foi en l'avenir. Elle rappelle que malgré les tempêtes, certaines familles retrouvent de la force de se réinventer, encore et encore. Que même au bord de la rupture, certains liens se reforment plus solides. Dans un coin du mas, Octave observe la scène. À ses côtés, Mia s'est endormie. Il tient sa petite sœur contre lui, protecteur. Il voit bien les sourires autour de lui, les danses, les rires. Mais lui ne peut encore se réjouir pleinement. Il sait que demain, sa vie ne ressemblera en rien à celle d'hier. Il attend sa grand-mère, celle qui viendra les chercher, peut-être les apaiser. En attendant, il reste là, silencieux, dans un coin, comme pour ne pas gêner la joie des autres. Ce contraste est au cœur de l'épisode 2000. La lumière et l'obscurité, la vie et la perte, l'amour et la solitude s'entremêlent sans jamais vraiment se contredire. La série parvient, avec finesse, à montrer que la joie n'annule pas la douleur, qu'elle coexiste avec elle, et que les fêtes, dans ce contexte, ne sont jamais de simples divertissements. Elles deviennent des cérémonies de transition. Alors que la soirée s'étire, des flashbacks viennent ponctuer les scènes, des images d'anciens épisodes, des couples mythiques, des drames passés, des naissances, des morts, un medley émouvant comme une rétrospective discrète. Les visages défilent, les souvenirs affluent, et l'on comprend que si Demain nous appartient dure depuis 2000 épisodes, c'est parce qu'elle parle à tous, dans ce qu'il y a de plus universel. L'amour, la perte, la reconstruction. À 7, la nuit tombe doucement sur le mas d'Elcourt, enveloppant la fête dans une atmosphère plus feutrée. La musique ralentit, les rires deviennent des murmures, les conversations s'intimisent. Si certains dansent encore sous les guirlandes, d'autres s'éloignent, happés par leurs pensées. L'épisode 2000 touche à sa fin, et avec lui, une page majeure se tourne. Mais chacun, à sa manière, sait que cette histoire continuera d'infuser longtemps après les applaudissements. Au commissariat, Martin médite. Les aveux de Michael Ferré, aussi choquants soient-ils, ne suffisent pas à clore l'enquête. Si l'homme s'est accusé d'avoir empoisonné Aurore et agressé Mani, il maintient fermement ne pas être l'auteur du meurtre de Cyril. Ce qui trouble Martin, c'est la sincérité apparente de Michael dans ce dernier déni. Pour un homme qui a tout perdu, pourquoi ne pas assumer également cet acte? Roxane, de son côté, continue de fouiller les images de surveillance, recoupant les éléments pour chercher le moindre détail manquant. Le vrai coupable court-il encore? L'hypothèse d'un dealer reste en haut de la liste, mais sans preuve tangible, tout repose sur des spéculations. À l'hôpital, Aurore se remet doucement. L'intoxication l'a profondément affaiblie, mais c'est surtout la trahison de Michael qui laisse des séquelles psychologiques. Cet homme qu'elle considérait encore, récemment, comme un partenaire de confiance, s'est révélé être un manipulateur redoutable. Elle repense au jour où elle le défendait, où elle doutait de sa culpabilité. Désormais, ce doute s'est retourné contre elle, creusant un sillon amer dans sa conscience. Son instinct a failli, et cela lui pèse plus que n'importe quelle blessure physique. Chez les jeunes, l'heure est aussi au bilan. Violette, Bastien, Lilou, Jack, Jordan, tous ont été marqués par l'enchaînement des événements. Jordan, bien sûr, est au centre de toutes les attentions. Sa relation avec Judith, renforcée par l'épreuve, devient l'un des rares motifs de joie durable. Pourtant, dans ses échanges avec ses amis, une nuance se dessine. Il sait que rien ne sera facile. Judith revient d'un endroit qu'il ne pourra jamais pleinement comprendre. Leur couple devra se réapprivoiser avec patience et écoute. Mais dans ses yeux, il y a une lumière nouvelle, celle de l'amour qui a survécu à la tempête. Au mas, les Delcourt partagent les derniers instants d'une soirée inoubliable. Alex et Chloé, désormais unis plus que jamais, s'accordent un moment de silence. Elle lui prend la main comme pour s'assurer qu'il est bien là, vivant, debout. La gravure CJMCA résonne encore dans son esprit, comme un talisman. Ensemble, ils observent les invités qui s'éparpillent. Marianne échange quelques mots avec Sébastien, un brin mélancolique. Fred et Victoire parlent avenir. Bart jette un coup d'œil vers Camille, presque timidement. Dans un coin de la maison, Octave veille sur sa sœur. Mia s'est réveillée, confuse, demandant si papa viendrait la chercher. Alex s'agenouille, lui caresse les cheveux et lui répond avec douceur « Pour l'instant, il ne peut pas. Mais nous, on est là. Toujours. » Une promesse simple mais lourde de sens. Octave, plus lucide, demande si sa grand-mère arrivera bientôt. Chloé confirme.
Il hoche la tête sans un mot. Son regard d'adolescent dit tout, il a compris que sa vie ne serait plus jamais la même. Les flashbacks de la série continuent de ponctuer l'épisode. Des moments choisis avec soin. Des larmes, des naissances, des déclarations, des drames. C'est une célébration de 2000 épisodes, mais aussi une introspection collective. Le public, en voyant défiler ces séquences, se souvient que Demain nous appartient n'a jamais cessé d'être une chronique des âmes. Un miroir tendu à la société, où chaque personnage incarne une facette de l'humanité. Et c'est bien cela que l'épisode 2000 réussit avec brio. Rassembler sans tricher. Faire cohabiter la joie et le chagrin, l'humour et la douleur, l'espoir et la résignation. Michael est en prison et tout le monde en paie le prix. Judith est libre, mais pas indemne. Manny entame un nouveau parcours, loin des siens. Octave et Mia apprennent à survivre. Et pourtant, au milieu de tout cela, les Delcourt, les Moreno, les Roussel, les Daunier continuent d'exister, de se battre, d'aimer. Ce dernier acte de l'épisode s'achève dans une lumière douce. Judith, dans sa chambre, contemple les photos accrochées. Son regard se pose sur une image d'elle enfant entre Alex et Chloé. Elle sourit. Pas un sourire de façade, mais un sourire vrai. Elle murmure presque « Je suis rentrée ?» Oui, elle est rentrée. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Au lendemain de la fête, Seth semble s'être apaisé. Le tumulte des jours passés cède la place à une forme de calme étrange, presque solennelle. Pourtant, ce n'est pas un retour à la normale. C'est une transition, un passage vers autre chose. L'épisode 2000 de Demain nous appartient n'a pas simplement clos un chapitre, il a bouleversé les repères, réécrit les lignes de vie de chacun comme une onde de choc affective aux multiples résonances. Car lorsque la poussière retombe, il reste toujours les traces. Et c'est à ces traces-là que chacun doit désormais apprendre à faire face. Michael Ferré, incarcéré, laisse derrière lui plus qu'une cellule vide. Il laisse une famille désarticulée, une communauté blessée et 2 enfants fragilisés. Ses aveux, bien qu'incomplets, ont été un déclencheur. Il a reconnu des fautes lourdes, intoxication, violence, manipulation, mais a continué de clamer son innocence concernant le meurtre de Cyril. Cette dualité entre confession et négation nourrit encore le doute, tant chez les enquêteurs que chez les proches. Est-il un père protecteur, débordé par ses actes, ou un homme double passé maître dans l'art du mensonge ? Roxane, Karim, Martin poursuivent dans leur enquête, déterminés à ne rien laisser au hasard. Du côté de la famille Delcourt, c'est l'heure des choix. Judith, malgré sa récente libération, fait preuve d'une lucidité impressionnante. Elle exprime à ses parents son désir de reprendre ses études, mais aussi de prendre du temps pour elle. Elle sait que cette épreuve l'a changée, qu'il ne s'agit pas de faire comme si de rien n'était. Jordan, de son côté, reste discret. Il accompagne Judith dans le silence, attentif, sans pression. Leur relation semble trouver un nouveau souffle plus adulte, plus ancré. Alex et Chloé, quant à eux, savourent une accalmie bienvenue. Ils ont traversé l'enfer, entre les accusations contre leur fille, la maladie d'Alex, la prise en charge d'Octave et Mia, mais se retrouvent aujourd'hui plus soudés que jamais. La gravure CJMCA, qui semblait au départ n'être qu'un simple geste symbolique, prend peu à peu une valeur de serment. Elle incarne une promesse. Quoi qu'il advienne, leur famille restera unie, coûte que coûte. Chez les jeunes, l'émotion retombe. Violette, Lilou, Bastien, Jack, tous mesurent la gravité de ce qu'ils ont vécu, même en périphérie. Ils prennent conscience que la vie n'est jamais aussi simple qu'un SMS ou une soirée au spoon. Le monde des adultes, avec ses injustices, ses secrets, ses violences, a brusquement débordé sur leur quotidien. Ce passage à l'âge adulte symbolique les marque en profondeur. Ils se rapprochent, se parlent différemment, plus franchement. Mais c'est sans doute chez Octave et Mia que le choc est le plus profond. Logés provisoirement chez les Delcourt, ils vivent dans une attente suspendue. Octave, malgré sa maturité précoce, montre des signes de repli. Il s'interroge sur son avenir, sur sa place, sur la vérité autour de son père. Mia, plus jeune, cherche des repères dans les bras de Chloé et Alex. Lorsque leur grand-mère arrive enfin à Seth, l'émotion est palpable. Ce n'est pas une libération, mais une possibilité de stabilité. Pour ces 2 enfants, ce n'est pas tant le retour à la normale qui compte, mais la capacité à reconstruire, lentement, autrement. Dans les dernières minutes de l'épisode, un plan large sur la mer clôt la séquence. La caméra s'attarde sur les vagues, comme une métaphore du cycle ininterrompu de la vie. La voix de Judith, en voix off, énonce ces mots. Ce qu'on pensait être la fin n'est parfois qu'un commencement. On a pleuré, on a souffert, mais on est encore là. Alors on avance, même si c'est doucement, même si c'est fragile. Parce que demain, quoi qu'il arrive, nous appartient. Une phrase simple mais terriblement puissante qui résume à elle seule l'essence de la série. Ce 2000e épisode restera dans les mémoires comme un concentré d'émotions, un hommage vibrant à la complexité humaine. Il n'a pas choisi la facilité, il n'a pas offert de happy end enrubanné, il a osé confronter ses personnages à leurs contradictions, leurs choix, leurs douleurs.
Et c'est précisément cette honnêteté narrative qui donne à Demain nous appartient sa force durable. En mêlant habilement intrigue policière, drame familial, romance et chronique sociale, la série confirme, à l'aube de sa 9e saison, qu'elle a encore beaucoup à raconter. Dans ce monde de fiction parfois trop lisse, Demain nous appartient ose les aspérités, les silences, les pardons imparfaits. Elle nous rappelle que les héros sont souvent fatigués, que les victimes peuvent renaître, et que les coupables, parfois, ne sont pas ceux qu'on croyait. Mais elle dit surtout ceci: tant qu'il y a des mains qui se tendent, des cœurs qui battent et des histoires à écrire, Demain nous appartient vraiment. Avec son 2000e épisode, Demain nous appartient frappe fort, non pas par le spectaculaire ou la surenchère, mais par une justesse de ton et une densité émotionnelle rare. Ce chapitre clé dans l'histoire de la série agit comme une catharsis collective. En faisant passer Michael Ferré aux aveux, en libérant Judith, en envoyant Manny en prison et en plaçant Octave et Mia au cœur d'un drame familial silencieux, les scénaristes choisissent la vérité nue plutôt que le confort de l'oubli. À travers des scènes poignantes, l'épisode articule plusieurs lignes de force. La reconstruction des Delcourt, les remords et les rédemptions de Michael, l'éveil de Jordan et Judith à une maturité nouvelle et la réalité déchirante des enfants laissés sur le bas-côté. Tout y est traité avec pudeur, sans pathos excessif, mais avec une profonde humanité. Demain nous appartient signe ici l'un de ses épisodes les plus aboutis. Il rend hommage à l'histoire qu'il construit depuis des années, tout en projetant l'avenir avec lucidité. Car au fond, cette série n'est pas seulement celle d'un meurtre ou d'un amour, elle est celle des liens qui se tendent, tout se brise, des départs inattendus et des retrouvailles fragiles. Le message final, porté par la voix de Judith, résonne comme une promesse. Tant qu'il y aura des gens pour se battre, aimer, réparer, Demain nous appartiendra toujours.